La guerre commerciale bat son plein entre les États-Unis et la Chine et Donald Trump doit rencontrer ce jeudi Xi Jinping, son homologue chinois, pour la première fois depuis son retour au pouvoir. Alors, des droits de douane aux terres rares, quelle a été la riposte chinoise à Trump? Que peut-on attendre de cette rencontre au sommet entre les deux hommes? L'Europe va-t-elle payer les pots cassés de cet affrontement entre deux géants? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Marc Julien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du centre Asie de l'IFRI, spécialiste de la politique étrangère et de sécurité de la Chine. Vous enseignez les relations internationales en Asie du Nord-Est à l'INALCO et vous êtes l'auteur du chapitre Trump 2 et l'Asie dans le numéro de la revue de politique étrangère paru cet automne sur Trump 2 et le monde. Laure Pallès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice associée de Mascaré, un cabinet de conseil en communication d'affaires. Vous êtes spécialiste des relations sino-américaines, après avoir vécu 20 ans entre la Chine et les États-Unis. Vous avez aussi été représentante des Français de l'étranger et vous êtes cofondatrice du think tank La France et le monde en commun. Vous avez co-signé en 2024 un livre sur le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le nouvel homme fort de la droite américaine, écrit avec Flore Cahill. Laurent Malvezin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Chine à l'Institut Thomas More, où vous travaillez notamment sur les enjeux politiques et économiques de la montée en puissance chinoise. Auparavant, vous étiez consultant et directeur pour l'Asie dans un cabinet de prévention des risques. Vous avez signé en avril dernier une étude sur Pékin et la question taïwanaise à l'heure de l'administration Trump 2 pour l'Institut Thomas More. Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Bruxelles et Pékin, et auteur d'un livre sur le peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine, paru chez Grasset en 2016. Alors, je voudrais vous montrer la couverture du The Economist de cette semaine, qui nous annonce que la Chine est en train de gagner la guerre commerciale contre les États-Unis. Marc Julien, vous êtes d'accord? La Chine est en train de gagner? Non, il est trop tôt pour le dire. En tout cas, la guerre n'est pas finie. En revanche, ce qui est nouveau cette année, depuis le retour de Donald Trump, c'est que la Chine a effectivement de nouveaux atouts et que, en tout cas, elle n'hésite plus à s'en servir. Ouais. La Chine était plutôt dans une situation défensive jusque-là, particulièrement lors du premier mandat de Donald Trump, quand il avait lancé cette guerre commerciale, là aussi basée sur les tarifs. Là, cette fois-ci, la Chine use de leviers dont elle dispose, certains leviers dont elle a toujours disposé, mais qu'elle n'osait pas utiliser, comme le levier des terres rares, parce que c'est un levier à double tranchant. Déjà, c'est limiter certaines exportations, donc c'est limiter certains revenus, d'une part, mais c'est aussi limiter l'exportation de terres rares, c'est aussi encourager les autres à diversifier leurs approvisionnements. Et puis, ce qui a fait mal aux États-Unis, c'est que la Chine aussi a stoppé l'ensemble des importations, cette fois, de soja américain, et ce qui, là, est un problème de manque à gagner pour les États-Unis, et à plus forte raison pour les États électeurs de Donald Trump aux États-Unis. Laure Pallès, le simple fait que la Chine riposte de cette manière-là et ne soit pas, contrairement à beaucoup d'autres pays ou groupes de pays dans le monde qui se sont inclinés devant les exigences de Donald Trump, le simple fait que la Chine réponde de manière aussi musclée, est-ce que c'est un phénomène vraiment nouveau ? C'est un phénomène qui continue dans le temps. La rivalité entre les deux puissances, elle est structurelle, mais quelque part, l'entente, elle est quasiment obligatoire sur le plan économique. Vous l'avez dit, vous avez mentionné les terres rares. Moi, je pense à l'inflation américaine. La Chine tient l'inflation américaine dans ses mains, et en particulier donc les taux que Donald Trump veut voir baisser. On est à quelques jours d'Halloween, vous savez, c'est une fête très importante aux États-Unis. Et encore ce matin, les opposants à Donald Trump disaient que les prix des bonbons pour les enfants avaient augmenté de 10%. Donc la Chine tient ça. Mais à contrario, la finance mondiale, elle est tenue encore par le dollar. Les derniers chiffres, je crois, de SWIFT indiquaient 42% de transactions en dollars, 24% en euros, 3% pour le yuan. Donc on voit bien que chacun se tient par la barbichette. Laurent Malvezin, sur cette question de la riposte de la Chine, c'était prévisible ou finalement c'est une démarche nouvelle, une assurance nouvelle qu'on prend à Pékin? Pour moi, ce n'est pas une riposte, c'est la prolongation d'une politique chinoise qui a débuté autour des années 2020.
lors d'un ancien plénum du parti, puisque le dernier vient de s'achever, autour d'une redistribution des cartes en termes de politique extérieure commerciale, beaucoup plus offensive. À l'époque, on parlait de circulation duale, c'était la novlangue du Parti communiste, qui consiste à prendre le contrôle progressif des chaînes de valeur mondiales. Donc là, c'est en train d'être le cas avec ces nouvelles mesures du MOFCOM, mais qui s'inscrivent dans un processus qui est plus long. Donc il n'y a pas pour vous, Trump n'a pas changé la donne, c'est quelque chose... Il y a un mimétisme évident entre les mesures adoptées depuis l'administration Trump 1 et puis celle-ci. Les Chinois ont pris la mesure du logiciel transactionnel Trump lors de sa première mandature. Et désormais, ils jouent aussi sur une même gamme du donnant-donnant, en essayant de faire monter les enchères sur les dossiers qui importent pour le leadership de Pékin, notamment Taïwan. Patrick Saint-Paul, c'est quand même un contraste entre la réaction chinoise et celle de l'Europe, par exemple, mais aussi de tas de pays en Asie du Nord-Est qui ont essayé de négocier des arrangements avec Trump. C'est-à-dire que les Chinois, je crois que ça fait 6 ans depuis la dernière rencontre Xi Jinping-Donald Trump, et ils ont eu 6 ou 7 ans pour se préparer. Ils ont très bien compris lors du premier mandat de Trump comment fonctionnait Trump, et ils rendent... Mais ils sont les seuls sur la planète à avoir compris comment fonctionnait Donald Trump. En tout cas, ils se sont donné... ils ne sont pas restés inactifs depuis toutes ces années, ils se sont donné les moyens de pouvoir répondre. Donc ils ont réorganisé leur économie pour réduire leur dépendance, assurer leur chaîne d'approvisionnement et faire en sorte de pouvoir répondre aux Américains. Et là où ils sont très malins, c'est qu'ils sont ciblés, comme le disait Marc Julien, dans les États où le vote Trump est concentré, pour faire le plus mal possible à Trump. Et ils ont compris politiquement comment gérer Donald Trump, contrairement aux Européens. Et ils se sont donné les armes pour le faire. Alors le soja, c'est un marché de 12 milliards de dollars. Plus de 90% de la production américaine partait en Chine. Ils ont arrêté totalement en septembre dernier. Donc évidemment, c'est un électorat très trumpien dans le Midwest. Donc ça, c'est un niveau de réponse qui est très efficace ou... Alors, il est efficace politiquement parce qu'il fait pression directement sur Donald Trump. Et puis parce qu'aujourd'hui, pendant un temps, les États-Unis étaient le principal exportateur de soja. Maintenant, il y a d'autres concurrents, le Brésil, l'Argentine. Et donc finalement, la Chine n'a pas eu de difficulté à trouver finalement des alternatives. Ce qui a permis aussi à la Chine de se maintenir à niveau cette année face à la guerre tarifaire de Donald Trump, c'est qu'elle est parvenue, et ça, pour le coup, c'est quand même un tour de force, de réorienter ses exportations, donc les exportations qui ne trouvent plus de marché aux États-Unis, puisque le marché s'est fermé, vers l'Union européenne et vers l'Asie du Sud-Est. Alors c'est un tour de force vis-à-vis du point de vue de la Chine. De notre point de vue à nous, c'est plutôt... Oui, on en parlera à propos de l'Europe, mais il y a un risque de submersion. De submersion, un risque pour nos industries. Et si on reste sur la réponse aux tarifs douaniers de Trump, puisqu'il faut rappeler que début février, il annonce en gros 100% de droits de douane, les Chinois disent chiche, on fait pareil. Oui, alors effectivement, si les Chinois ont pu se permettre d'aller aussi loin, de répondre aussi brutalement, en fait, coup pour coup, ce que n'ont pas fait les Européens, mais en fait tous les alliés des États-Unis, c'est précisément parce qu'on est aussi alliés des États-Unis, qu'on a certaines dépendances. Et si on prend par exemple les alliés nord-est asiatiques, la Corée du Sud, le Japon par exemple, ils sont liés aux États-Unis, pas seulement sur le plan commercial, où ils sont aussi liés vis-à-vis de la Chine, mais aussi sur le plan stratégique. Et donc en fait, ils ne peuvent pas crier trop fort, parce que le risque, c'est que Donald Trump mette dans la balance, ce qu'il est déjà en train de faire d'ailleurs sur les budgets de défense et les achats d'armement américains, c'est qu'en fait c'est leur garantie de sécurité qui est mise en cause. Et pour l'Europe c'est pareil, peut-être la France un petit peu moins, puisque c'est une politique d'indépendance que l'on a depuis très longtemps, mais c'est aussi quelque chose qui font que les alliés des États-Unis vont être moins allants, vont moins risquer en fait d'entrer dans une confrontation avec les États-Unis, alors que les États-Unis le sont déjà dans cette confrontation. Mais Laure Pallez, il y a quand même une audace de la part de la Chine, parce qu'elle est plus vulnérable ses exportations vers les États-Unis, c'est 440 milliards de dollars. Les exportations américaines vers la Chine, c'est 140. Donc la Chine, a priori, est plus vulnérable, et pourtant,
Elle tient la dragée haute à l'administration Trump. Oui, parce qu'elle tient des domaines absolument essentiels. Sur l'exportation des terres rares, le 9 octobre, quand elle a limité les licences d'exportation, ça a été un énorme coup de bambou à Washington, auquel je pense l'administration américaine ne s'attendait pas. 70% de la production mondiale est chinoise. On voit sur le graphique d'ailleurs derrière nous. Voilà, ça dépend des minerais, mais effectivement, on est entre 70 et 90%, donc on voit bien la dépendance, notamment pour les batteries à lithium, etc. Et en contrepartie, les États-Unis ont un coup d'avance sur les semi-conducteurs et les puces d'IA, qui sont essentielles notamment pour les puces 14 nanomètres, si je ne me trompe pas. Pour la Chine et la production de tout ça. Donc, il y a ce balancier qui s'est fait avec les États-Unis qui cherchent d'autres dérivés, partenaires avec notamment l'Australie, je crois, mais qui ont un petit peu de retard par rapport à l'avance qu'a la Chine sur les minerais. Donc, c'est un peu ça le trade. Laurent Malvezin, qu'est-ce qui est le plus efficace dans ces mesures qu'a utilisées la Chine? Le soja, les terres rares, les enquêtes antitrust contre de grosses entreprises américaines, les droits de douane eux-mêmes. C'est la combinaison de tout ça ou... Oui, c'est la combinaison de tout ça. Leur salve du 9 octobre sur les terres rares, minerais critiques, donc c'est 6 directives distinctes du MOFCOM, du ministère chinois du Commerce, oui. Dont une arrive à échéance le 8 novembre et une autre le 1er décembre prochain, permet de créer un précédent en termes de droit extraterritorial, oui. Que la Chine... C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils mettent en place, c'est une sorte de nouveau système commercial international. Ils demandent, avant de donner des licences pour accorder ces terres rares, ils demandent aux entreprises de décrire, en gros, tout leur process. Quel produit, quel client, ils veulent tout savoir. Sur le modèle américain, finalement. Oui, sur le modèle américain. Oui, ils font effectivement du mimétisme sur toute la palette qu'a su utiliser les États-Unis dans le passé, avec cette innovation qui est qu'ils se gardent le pouvoir de la latitude d'ouvrir et de fermer le robinet. Je veux dire par là que ces licences peuvent être accordées pour 12 mois, 24 mois, un peu plus, et puis je croyais que retirées. C'était 6 mois, moi. C'est un peu plus, ça peut être plusieurs années, mais toujours autour d'un mécanisme de révision qui place les entreprises qui y sont assujetties en position d'être sous une emprise de type coercitive. Oui. Donc ce système de licence, qui est un système qui ne date pas d'hier, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille voir cette offensive du MOFCOM, du ministère chinois du Commerce, comme une réponse à ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'été du point de vue du côté américain, mais un processus qui arrive maintenant à maturation. C'est-à-dire qu'avec ce système de licence, qui peut être très intrusif, il positionne toutes les entreprises qui font partie des chaînes et des produits, mais aussi des technologies, ça touche aussi les technologies, en position de vulnérabilité, de dépendance permanente. Ouais. Et ça, c'est Et donc, ces entreprises vont essayer de trouver ailleurs ce qu'elles trouvaient jusque-là à 95% en Chine. Tout à fait. Alors, donc, à terme, ils prennent un risque quand même considérable. Alors oui et non, parce que le monde est vaste. D'abord, l'administration américaine a bien compris très rapidement de quoi il s'agissait, puisque dans le déplacement actuel de Donald Trump en Asie, il a déjà signé 3 accords séparés avec la Malaisie, la Thaïlande et le Japon sur les minerais critiques, après avoir signé un même accord qui est une sorte de contre-mesure à celle du ministère chinois du Commerce avec l'Australie, sur, cette fois-ci, un accord beaucoup plus conséquent en matière de production, mais aussi de raffinage. Donc je pense que l'administration américaine a rapidement pris la mesure de cette innovation administrative et réglementaire chinoise et commence à prendre à nouer des accords nouveaux. L'Union européenne n'est pas en reste.
Elle a aussi anticipé grandement le mouvement global chinois de prise de contrôle des valeurs sur les chaînes d'approvisionnement et a déjà signé certains accords nouveaux sur les minerais et continuera de le faire dans le futur. Patrick Saint-Paul, on est quand même très loin du win-win que ont voulu nous vendre les dirigeants chinois depuis des années. Oui, le win-win, c'était un peu le modèle des années 2000. Le gagnant-gagnant, pour parler français. Je pense que l'administration Trump, en fait, les faucons du Parti républicain n'ont pas bien anticipé les changements chez les Chinois. Ils se sont dit qu'on était encore sur l'ancien modèle où le pacte en fait liant le Parti communiste au peuple chinois, c'est que tant qu'il y a de la croissance, il n'y a pas de soulèvement pour renverser le pouvoir. Et les faucons républicains se sont toujours dit, c'est le point de faiblesse des Chinois. C'est-à-dire que si on les attaque maintenant avec des droits de douane, etc., ils vont tellement être inquiets de perdre que leur économie, que l'on dit essoufflée, etc., mais qui garde quand même des ressources importantes, qui vont perdre pied et que le pouvoir du Parti communiste va être fragilisé. Et ils n'ont pas compris que le Parti communiste avait un peu changé de logiciel et que donc ce bras de fer, en fait, était pas si simple à mener avec les Chinois. C'est compliqué. Vous avez, non, pardon, je comprends tout à fait. Sur les faucons de l'administration, effectivement, on voit, on dit souvent dans les réunions un peu business autour des États-Unis et de la Chine que pour voir où le vent va tourner, il faut regarder la position de l'USTR, c'est-à-dire le département au commerce qui est directement rattaché à l'exécutif. Il est dirigé aujourd'hui par M. Greer, qui était le chef de cabinet de Bob Lighthizer, qui est l'une des personnalités les plus sceptiques sur la Chine à Washington. S'ajoutent à ces injonctions sceptiques les CEO de Nvidia, on a parlé tout à l'heure du contrôle des puces, des CEO de Blackstone ou encore d'Elon Musk, qui a joué un rôle tellement important dans cette relation bilatérale. Vous les qualifiez de sceptiques vis-à-vis de la Chine, ça veut dire quoi? L'administration, les faucons sont très sceptiques, c'est-à-dire veulent vraiment de la dureté. C'est Marco Rubio, ancien sénateur de Floride, aujourd'hui... sont partisans de l'affrontement. Exactement, sont partisans vraiment quasiment du découplage, si on pouvait y aller. Alors, découplage des deux économies. Exactement. On n'y arrivera pas, ce que j'ai dit au début, parce que on va plutôt vers du dérisking, c'est-à-dire une recherche de scénario B sur les approvisionnements, en particulier des minerais, médicaments et autres technologies vraiment structurelles et stratégiques. Néanmoins, vous avez aussi des gens qui soufflent à l'oreille du président, qui ont des intérêts commerciaux immenses en Asie, en Chine en particulier, et qui tempèrent un peu ce discours au point que Steve Bannon aurait dit que James Huang a sa place en prison. James Huang, c'est le CEO de Nvidia, vous voyez, pour ses accointances avec la Chine. Donc c'est quand même compliqué pour le président aujourd'hui, qui rencontre, vous l'avez dit, je crois, qui n'a pas vu Xi Jinping depuis 2019, d'arriver avec une position. On va parler de cette rencontre à venir. Juste un point sur cette cover de The Economist. Eux disent qu'il y a 3 raisons pour lesquelles la Chine est en train de gagner la guerre commerciale avec les États-Unis. Ils parlent de domination dans l'escalade, prendre l'ascendant dans le jeu de attaques, représailles, etc. La deuxième raison, c'est l'établissement de nouvelles normes dont on parlait, notamment sur les terres rares, d'imposer ses propres règles sur le commerce international. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, ça renforce Xi Jinping, ça valide 12 ans ces 12 ans de techno-nationalisme au pouvoir. Vous approuvez ça, Marc Julien, cette analyse? Un petit peu, oui. La première et la dernière raison, sans doute, parce que, en tout cas, ça donne des excuses quelque part à Xi Jinping, puisque effectivement l'économie chinoise est en difficulté, en grande difficulté. Et particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, et les choses... Qu'est-ce qui ne va pas dans l'économie chinoise? Eh bien, à peu près tout, en fait. Il y a Rien ne va. Une dette importante sur le plan public et privé. Il y a la bulle immobilière qui a éclaté au tournant 2020-2021. C'est-à-dire que c'est ce qui portait la croissance chinoise. C'était l'un des 2 moteurs de la croissance chinoise, avec les exportations, avec la production manufacturière. Et aujourd'hui, c'est l'un des 2 moteurs de l'économie qui est à l'arrêt. Le chômage des jeunes? Chômage, c'est les jeunes et les jeunes diplômés, les jeunes urbains, donc en plus les cols blancs en fait, parce que la Chine n'a pas fait cette transition économique. Et la
démographique qui vient La écraser, consommation est faible. La consommation est faible et l'épargne est très élevée. Et c'est ça le principal problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de marché en Chine, il n'y a pas de demande en Chine, puisque les Chinois qui n'ont pas confiance en fait, dans les autorités. C'est pour ça que le contrat social que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, vacille en Chine. Alors, je ne dis pas que la Chine est en train de vaciller, mais je dis que le rapport entre la population, 1,4 milliard d'habitants, et le Parti communiste, 90 millions, 95 millions de membres, et donc le gouvernement chinois, ne repose plus sur, les mêmes, sur le même équilibre que depuis Deng Xiaoping, qui était un peu, nous vous garantissons la sécurité alimentaire, sanitaire, et puis surtout la prospérité économique, et puis en échange, ne vous occupez pas de politique. On s'occupe du reste. Mais Patrick Saint-Paul disait tout à l'heure que c'est quelque chose qui est questionné. Cette analyse a poussé un peu l'administration américaine à faire de mauvais calculs, peut-être, à parier sur une vulnérabilité de l'économie chinoise plus grande ou qu'elle exerce une pression plus grande sur Xi Jinping que dans la réalité. L'économie chinoise est une vulnérabilité, là où peut-être les États-Unis... là où ça a aidé, c'est qu'aujourd'hui, Xi Jinping peut dire s'il y a des problèmes économiques, c'est la faute des États-Unis. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus difficile quand même. Mais là, il pourra dire c'est les États-Unis qui font du containment, qui essaient de nous encercler, de nous entraver. Vous abondez sur le fait qu'il est renforcé plutôt, le dirigeant chinois. Disons l'économie n'est pas renforcée et qu'à un moment, si les Chinois ne peuvent plus trouver n'ont plus de travail, Moi, je dirais que c'est son plus gros challenge depuis le Covid. Il y a un autre point, à mon avis, que ne mentionne pas The Economist, qui renforce aussi les Chinois, c'est que tout ce bouleversement des alliances de Donald Trump et le fait que ses alliés en Asie ne sachent plus sur quel pied danser, c'est les alliés des États-Unis qui cherchaient dans leur relation avec les États-Unis un rôle de protecteur vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, ils se disent qu'il faut qu'ils changent de relation vis-à-vis de la Chine. Et donc, ils sont beaucoup moins durs avec la Chine. Quand on voit le Vietnam, les Philippines, tous ces pays qui avaient des contentions territoriaux avec la Chine, on voit qu'ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin parce qu'ils sont... Là, je ne serais pas d'accord avec ça. Il y a quand même des frictions extrêmement fortes entre la Chine et les Philippines depuis au moins 2 ans, qui sont très importantes. Et on voit des transformations dans la politique étrangère du Japon, de la Corée du Sud, y compris à l'égard de la Chine, qui s'expriment désormais sur le détroit de Taïwan, en considérant qu'il y a un risque, c'est ce que dit le Japon, que la sécurité du Japon dépend de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Il faut bien reconnaître pour ces pays-là, choisir entre l'Amérique de Trump et la Chine, c'est quand même pas un choix très luxueux. Le Vietnam est resté très vague, par exemple, cette semaine. Mais le Vietnam n'est pas un allié des États-Unis, mais les alliés des Américains, il y a un renforcement phénoménal et historique entre les Philippines et les États-Unis depuis 2023. Et d'ailleurs, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, s'est rendu au mois de mars, donc à peine 2 mois après le retour au pouvoir, aux Philippines, au Japon, et il a réitéré l'alliance avec ces 2 partenaires extrêmement importants. Il a fait un discours au Shangri-La Dialogue à Singapour au mois de mai, pareil, en reparlant de l'Indo-Pacifique. À l'heure où on se parle, Donald Trump est au Japon ou s'apprête à quitter le Japon. Là, il rencontre la nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, qui, elle, veut tout miser sur les États-Unis. Et la visite semble bien se dérouler depuis qu'elle a débuté. Sur ces questions régionales, je reviens, si vous le voulez bien, sur l'escalade et sur le 3e point du techno-nationalisme. Je pense que c'est une même question. C'est-à-dire que la Chine a pris aussi la mesure de l'animal politique qui est Donald Trump, avec ce que les Chinois appellent une diplomatie des chefs d'État. C'est l'apanage de Xi Jinping depuis une quinzaine d'années. C'est considérer qu'il y a des grandes puissances, dont la Chine fait partie, les États-Unis aussi, et qu'il y a aussi une diplomatie spécifique pour gérer les grands pays, les grandes puissances. Et comme l'administration chinoise a parfaitement compris que Donald Trump voulait absolument un tête-à-tête avec le suprême leader chinois, ces derniers mois, il y a une pente de la relation bilatérale qui est en train d'être remontée péniblement par l'administration américaine, que les Chinois veulent aussi, mais pour d'autres raisons, pour entraîner cette administration sur les sujets qui les concernent. Le sujet tarifaire n'étant pas anecdotique, mais accessoire pour les Chinois. Ce qui les importe plus, c'est que les États-Unis, notamment, par le truchement d'une politique plus accommodante envers Taïwan,
accommodante, je veux dire, qu'il s'oppose ouvertement, de plus en plus ouvertement, à l'indépendance ou aux velléités d'indépendance de l'île, quitte progressivement la zone Asie-Pacifique, et ce qui n'arrivera pas. Et c'est là où la diplomatie des chefs d'État et le jeu des égaux justement, on va écouter ce que dit Donald Trump juste avant sa rencontre avec Xi Jinping. But I think we're going to have a very good relationship with China. And again, they will threaten us with rare earths. I don't think they're threatening us too much right now. But they could do that, but I threaten them with something I think is much more powerful, and that's tariffs. I expect we'll probably work out a very fair deal with President Xi of China. Quelle est l'importance de la relation personnelle entre deux dirigeants de ce niveau ? Donald Trump a qualifié Xi Jinping d'être brillant, génial. Il est vraiment dithyrambique, en tout cas sur la scène. Il dit c'est mon ami, mais on s'envoie des coups de poing. On s'envoie des coups de poing, mais après tout, il aime quand même bien les dictateurs. Donc il y a cette Après. C'est vrai aussi du côté chinois. Alors là, je parle peut-être sous votre contrôle, Laurence, que vous connaissez mieux le mindset de Xi Jinping. Vous nous disiez à l'instant que la relation personnelle a une dimension très importante dans ce type de diplomatie. La posture est importante. Joe Biden disait de Xi Jinping qu'il n'avait pas un atome de démocratie dans ses os. Oui. Je pense que c'est vrai. Et que les dirigeants jouent un jeu symétrique mais totalement différent. Ouais. On connaît bien maintenant la propension de Donald Trump à vouloir jouer dans la cour des tyrans ou des apprentis tyrans. Xi Jinping n'a pas à jouer ou à surjouer. Il est parfaitement dans son rôle. Il est parfaitement dans son rôle. Donc là, on voit qu'il y a un déséquilibre dans le rapport de force qui est à l'avantage de la Chine et de Xi Jinping. Marc Julienne, le rapport personnel, c'est quelque chose qui est un facteur important Dans les relations internationales, souvent, dans le cas d'espèces de Donald Trump et Xi Jinping, je ne pense pas du tout. Ah bon ? Je pense que de toute façon, la relation, en plus, est tellement... les fondamentaux de la relation, la structure de la relation, la rivalité, la compétition entre les deux puissances est tellement forte qu'en fait, peu importe... Alors, bon, si on avait quand même deux chefs d'État qui pouvaient bien s'entendre, ça aiderait. On a quand même vu une évolution. Ce n'est pas la même relation qu'à l'époque de Joe Biden. Il n'y a pas de relation. Là, on voit ce que dit Donald Trump. Oui. Qu'est-ce qu'on entend Xi Jinping dire ce qu'il pense publiquement de Donald Trump? Pas du tout. Ouais. Donc personne ne sait ce qu'il pense de Donald Trump. Non, si ce n'est que je pense qu'il y a zéro confiance dans les États-Unis et Donald Trump ou un autre. Donald Trump encore moins parce qu'il est complètement erratique. On ne peut pas prévoir ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Mais de toute façon, il y a une absence totale de confiance structurelle. Et donc la Chine se comporte avec les États-Unis comme il se comporte avec à peu près tous les autres pays, tous les chefs d'État. C'est-à-dire cette espèce de monolithe froid sans affect. Et Trump joue un jeu complètement opposé, ce qui ne touche absolument pas les Chinois. Je pense que les Chinois doivent trouver ça assez ridicule. Leur Palaise, vous êtes d'accord? Tout à fait. Il est dans le magnétisme. Par contre, quand même, Xi Jinping a clairement expliqué, je crois, dans un discours de 2020 qui a fuité en 2021, que l'Orient s'élève quand l'Occident décline. Oui. Donc globalement, voilà un peu le narratif. Ça, c'est ce qu'il rapproche de Poutine. Ils croient tous les deux que le déclin de l'Occident est déjà commencé. Et qu'en fait, Trump a toutes les vertus d'un accélérateur. Absolument. En la matière. Et que l'Amérique est à l'origine du chaos du monde. Enfin, il l'a quand même dit dans un discours, il me semble. Alors du coup, on doit s'attendre à quoi pour cette rencontre de jeudi, Patrick Saint-Paul? Il y a aussi une chose en plus, c'est qu'il y a quand même un désir de revanche des Chinois vis-à-vis de l'Occident en général. Vis-à-vis de l'Occident en général, en raison des traités inégaux qui ont été imposés dans le passé. Et ça, c'est très présent dans tous les discours de Xi Jinping. C'est qu'il fait tout le temps référence aux humiliations du passé. Et son rêve de renouveau chinois est aussi pour laver l'honneur de la Chine. Donc il aura ça à l'esprit dans les discussions avec Donald Trump. Mais il y a peut-être une différence aussi entre les deux. C'est que Donald Trump, lui, se présente comme un deal maker, une sorte de super négociateur ou négociateur en chef. Et du côté des Chinois, en fait, Xi Jinping, lui, il se place au-dessus de la mêlée et c'est les gens en dessous de lui qui négocient. C'est Liu Refeng. Mais il arbitre à la fin. Il arbitre à la fin, mais je veux dire, il n'est pas directement avec les mains dans les négociations.
Alors que sous Trump 1, c'était peut-être plus sa famille, excusez-moi, qui prenait... C'est Jared Kushner qui était vraiment à la manœuvre. En face, on avait Leo. On dit que dans le premier mandat de Trump, il y avait ce qu'on appelle un back channel. Exactement. Des négociations informelles, et un notamment via l'ambassadeur chinois à Washington et Jared Kushner, le genre. Ça n'existe plus aujourd'hui et la communication semble être assez mauvaise. Alors, on rappelle l'ambassadeur, le fameux Tsai. Exactement. On le rappelle aujourd'hui pour renégocier parce qu'il a été très performant. Non, c'est Tsui Tiankai. Victime d'une purge. J'ai eu la chance de rencontrer en 2023 en Chine. Qui d'ailleurs expliquait très bien, écoutez, nous, on veut bien parler de commerce, mais les droits humains, c'est pas... voilà. On va faire une parenthèse sur l'aspect militaire, parce que ce désir de revanche, d'une certaine manière, ou en tout cas de s'affirmer comme une puissance qui n'a plus peur de la violence, etc., on l'a vu à l'œuvre lors des défilés militaires là, du 3 septembre, auxquels ont été invités Vladimir Poutine, Kim Jong-un, etc. Qu'est-ce qu'il fallait en penser, Marc Julienne, de cette démonstration de force, les nouvelles armes, l'innovation ? Oui, donc sur le plan diplomatique, effectivement, c'était un affichage en fait d'une sorte d'axe des autoritaires et des dictateurs donc russes, nord-coréens et chinois. Et puis sur le plan capacitaire, moi je trouvais ça assez spectaculaire, assez impressionnant, et je suis les affaires militaires chinois depuis un moment, parce qu'ils ont progressé très significativement dans à peu près tous les domaines. Ouais. Dans des domaines qu'ils maîtrisaient déjà, c'est déjà bien. Dans des domaines, par exemple, dans les missiles balistiques, où la Chine est très très forte, eh ben, ils continuent de développer des nouveaux systèmes. Donc ils en ont quantitativement et qualitativement, ils continuent de progresser. Et puis dans des domaines sur lesquels ils étaient absents, et d'ailleurs même dans des domaines d'innovation sur lesquels peu de puissances en fait, ont encore développé des systèmes, il présente en tout cas, reste à savoir la qualité opérationnelle de ces systèmes, mais il démontre des choses très... Comme les drones aériens, sous-marins. Sous-marins en particulier, drones aériens aussi, le drone sous-marin, c'est très important parce que c'est quelque chose, ils ont aujourd'hui une boîte à outils de drones sous-marins extrêmement vaste, et puis ça complète une lacune capacitaire qu'ils ont par ailleurs. C'est-à-dire que les sous-marins chinois, les sous-marins traditionnels avec des marins à l'intérieur, ne sont pas très performants comparativement à ce que possèdent les compétiteurs régionaux. Et là, s'ils arrivent à les produire massivement et aussi rapidement, eh bien, ça peut pallier les difficultés, les lacunes qu'ils ont dans le domaine de la guerre sous-marine, qui est un domaine de la guerre qui est absolument incontournable. Patrick Saint-Paul, je sais que vous avez quelques doutes sur l'efficacité de l'armée chinoise. Mais non, sur le matériel, je suis totalement d'accord avec Marc Julienne, ils ont fait des progrès incroyables. Le problème de la Chine, c'est qu'elle n'a pas été en conflit depuis la guerre avec le Vietnam, où elle avait pris une déculottée, et qu'on ne sait pas ce qu'elle vaut en réalité, et qu'on ne sait pas ce que valent les hommes de l'armée chinoise. On sait qu'ils sont nombreux. On sait qu'ils sont nombreux, mais il y a d'immenses problèmes de corruption, par exemple, et on ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à se battre et ce qu'ils valent sur le terrain. Et il y a un autre problème, c'est l'interopérabilité entre les différentes armes. Et ça, ça s'acquiert à travers l'expérience. Ils n'ont pas fait tellement ni de participer à de conflits, comme je dis, ni ils ont eu d'entraînement à part avec les Russes. Donc il y a quand même un problème de ce côté-là. Il y a une inconnue, disons. Une inconnue. C'est tout à fait vrai sur l'expérience. C'est une inconnue, donc ça peut servir positivement, je veux dire, les positivement ou négativement. Et c'est pour ça que je mettais l'accent notamment sur les drones sous-marins, aériens, de surface, etc. Parce que là, il n'y a pas besoin de former, par exemple, 50 ou 100 sous-mariniers pour armer un sous-marin. Ça prend beaucoup de temps de former des gens qui sont très qualifiés dans un sous-marin, par exemple, ou sur un bâtiment de surface. Dans un drone qui, par définition, n'a pas de marin à bord, ça permet de gagner beaucoup de temps en fait, et de passer outre ce manque d'expérience. Un mot sur les purges qui continuent dans l'armée. Il y en a eu 9 là, dernièrement lors je crois que la commission militaire centrale est réduite à 4 personnes, dont Xi Jinping. Comment il faut l'interpréter, Laurent Malvezin ? D'abord, les purges, c'est un mouvement perpétuel. En Chine, dans le domaine militaire comme civil, puisque lors de ces purges, 8 généraux ont été évincés, mais
un ministre de l'Agriculture, un autre, d'autres hauts dirigeants, ex-gouverneurs du Shanxi, etc. Donc ça ne touche pas que l'institution. Souvent sur des arguments de corruption. Oui, ça c'est le chapeau. C'est le chapeau. Mais il y a une réalité derrière ou pas? La discipline aussi parfois. Discipline, la loyauté envers Xi. La loyauté, ce ne sera jamais un argument officiel, mais la corruption et la discipline, pour le coup, c'est des éléments qui sont publiés. Je pense que cette question des purges doit être replacée dans le contexte de transformation de l'outil de défense, de la fusion civilo-militaire qui a eu lieu depuis 2017, qui a bouleversé les chaînes de commandement avec beaucoup de passerelles entre l'industrie, la base de défense chinoise et les grandes régions militaires avec les commandements régionaux. Il faut replacer ça aussi avec une réforme structurelle, managériale au sein de l'appareil militaire dans les années 2023-2024, qui a donné plus de pouvoir de nomination à la CMC et à son chef qui est, à la Commission militaire centrale et à son chef qui est Xi Jinping. Donc si vous additionnez ces trois éléments, les purges ne vont pas s'arrêter. C'est un instrument de conservation et de consolidation du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir au sommet, parce que tout ce qui est en dessous tremble, quoi. Mais il faut renouveler aussi les effectifs, les commandements. Il faut s'assurer de la loyauté de ces cadres pour avoir une chaîne de commandement qui soit intègre, compétente. On parlait à l'instant de la formation, c'est très, très important. Je note aussi qu'il y a un troisième porte-avions chinois, le seul premier vrai porte-avions chinois qui a été mis à l'eau il y a quelques mois, et qui peut commencer à former ce qu'on appelle un groupe aéronaval complet, avec la possibilité théorique encore aujourd'hui d'être en situation de se constituer au large des côtes chinoises ce qu'on appelle une bulle de supériorité, c'est-à-dire une sanctuarisation sur un espace donné des capacités de contrôle militaire chinois. Donc bien sûr, tout le monde pense à Taïwan, mais cette bulle de supériorité peut aussi se déplacer en mer de Chine du Sud et ailleurs. Taïwan est évidemment l'enjeu central. Est-ce que, juste pour en finir avec cette question des purges, est-ce que c'est une faiblesse? Ça renforce le pouvoir, certes, de Xi Jinping, dans le sens que ça garantit les loyautés, ou du moins élimine tout soupçon de déloyauté. Mais est-ce que ça n'affaiblit pas, finalement, la superstructure proprement militaire, l'efficacité de l'armée, les plans à long terme, etc. Julienne. Oui, parce que à force de purger, à un moment, on n'a plus personne à nommer. Je ne suis pas sûr que ça consolide le pouvoir de Xi Jinping, puisque, et d'ailleurs, il y a différentes hypothèses. La vérité, c'est qu'on ne sait pas, mais il y a différentes hypothèses de pourquoi ces 9 généraux ont été limogés, et particulièrement ces 2 membres de l'organe suprême de l'armée, la Commission militaire centrale. La plupart, un certain nombre en tout cas de ces 9 généraux font partie de ce qu'on appelle la clique du Fujian, qui est en fait la clique de Xi Jinping. Ce sont des généraux qu'il a rencontrés dans les années 80-90 dans la province fidèles du Fujian. Et donc c'est des gens qu'il a accompagnés et que depuis qu'il est au pouvoir central, a promu jusque pour les 2 plus élevés, finalement avant de les décapiter, du sein des seins de l'armée. Il y en a un notamment, l'amiral Miao Hua, il est entré à la Commission militaire centrale en 2022 seulement. Donc, et on ne connaît pas les raisons réelles de leur écart. Non, je crois que c'est pour les raisons de discipline ou de corruption. Je crois que c'est les raisons de corruption qui ont été évoquées, mais on ne saura jamais, en tout cas pas à court terme, la raison. Donc, certains pensent qu'on a tordu le bras de Xi Jinping et que finalement Xi Jinping a lâché du lest. Et donc c'est pour ça qu'il a abandonné en fait certains de ses fidèles. D'autres, et là, moi j'ai du mal à me faire une idée, mais plutôt peut-être de cette deuxième option, de dire qu'il y a une perception de loyauté qui a été, de déloyauté, mais qui peut être, que je dis bien, de perception, c'est-à-dire que la moindre remise en question, nuance d'une décision, d'une directive de Xi Jinping peut être considérée comme remettre en question. Chine, c'est pas parce qu'on est parano qu'on n'a pas d'ennemis. Exactement. Même les paranoïaques ont des ennemis. Mais donc voilà, donc on ne sait pas encore exactement ce qui se passe, mais en tout cas, ce que ça envoie comme signal à l'extérieur, c'est quand même une grande fébrilité, puisque quand on limoge des personnalités aussi élevées au sein de l'armée, en 2023 par exemple, c'est tout le commandement de la force, l'armée des missiles, donc celle en charge des missiles balistiques conventionnels et nucléaires, donc quand même la force de dissuasion nucléaire de la Chine,
qui a été limogé d'un seul coup. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour n'importe quel pays, ce n'est pas une bonne nouvelle de limoger l'ensemble du commandement d'un seul coup. Oui, très vite là-dessus. J'ai une lecture un petit peu différente. Moi, je pense que c'est un instrument de pouvoir, ces élections par d'autres moyens au sein de l'appareil militaire. Parce que si vous regardez bien, tout à fait, parce que si vous regardez bien qui a été promu et qui est déchu, effectivement, ça entretient un flou stratégique qui, selon moi, est intentionnel. Ce n'est pas un hasard que le flou stratégique soit entretenu sur la Rocket Force, c'est-à-dire les forces de dissuasion, dans un contexte où l'appareil de dissuasion chinois est en plein boom. Avec on passe de 200-300 ogives à aujourd'hui 600 et à l'échelle, à l'horizon 2030-2035, 1500 ogives. Ce n'est pas un hasard si les généraux, parmi les généraux déchus, certains sont issus du Fujian, donc ceux qui ont en charge de la sécurité de Taïwan. Il faut là aussi entretenir le flou stratégique sur la politique chinoise. Alors justement, parlons de Taïwan. Dans la discussion nucléaire, il faut affirmer la crédibilité stratégique, pas le flou. Là, si on limoge l'intégralité d'un commandement de la force la plus stratégique de Chine, on a le droit d'avoir un désaccord idéologique. Laure Palaise. Il me semblait avoir entendu une intervention de vous il y a quelque temps disant que finalement Taïwan était un caillou dans la chaussure de Xi Jinping. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je ne sais pas si je vous la dois ou pas cette expression, mais du fait que finalement un caillou, qu'est-ce qu'on fait? Soit on s'en débarrasse, soit on vit avec, on marche avec. Et quelque part, ça va avec la question de l'armée. On connaît les objectifs de la Chine vis-à-vis de Taïwan. La posture américaine, elle est beaucoup moins claire. Est-ce que, pour vous, Taïwan est négociable du point de vue américain? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être sacrifié, d'une certaine manière, dans une négociation qui porterait sur les relations commerciales par les États-Unis, je veux dire, du côté américain, à votre avis, Laure Palaise? Moi, je pense qu'il faut relier ça à la guerre technologique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Taïwan est indispensable dans la chaîne des semi-conducteurs. Oui, mais d'ailleurs, Donald Trump en dit du mal à cause de ça. Mais en attendant, Taïwan, ils ne dépensent pas assez sur leur défense et ils nous tiennent. C'est vrai, mais ils ont séduit TSMC, souvenez-vous, qui est venu investir... Alors TSMC, il faut expliquer que c'est une entreprise qui domine le marché des microprocesseurs. Exactement, le grand leader mondial, dont on ne peut pas se passer. Apple en est dépendant. Donc Taïwan, quelque part, est un relais indispensable des États-Unis au point de vue technologique. Donc dans sa logique transactionnelle, bien sûr qu'il ne va pas lâcher Taïwan tout de suite. Mais à terme, il pourrait. Oui, mais est-ce que les Taïwanais eux-mêmes, à un moment, n'auraient pas envie... Enfin, il faut voir l'opinion taïwanaise aussi. Moi, je pense qu'il faut toujours se placer du côté des peuples et voir effectivement quelles sont les relations entre ces deux pays qui sont... c'est pas si simple, quoi. Voilà. Beaucoup de Taïwanais être tentés par retourner... en Chine continentale. Vous voyez, il y a plein d'échanges économiques. Le sommet qui est prévu cette semaine, la rencontre sommet, c'est qu'une amorce, n'est-ce pas? On ne peut pas s'attendre à un grand accord global entre la Chine et les États-Unis à ce stade. Donald Trump envisage de se rendre en Chine au début de 2026. Il souhaite, dit-il, accueillir Xi Jinping aux États-Unis. Est-ce qu'à terme, une réconciliation entre la Chine et les États-Unis est envisageable, possible, probable? Marc Julien? J'aurais un point de vue assez pessimiste, malheureusement, mais non, je ne pense pas, parce que par rapport à la structure fondamentale des régimes de cette compétition Maintenant, la Chine peut changer. Peut-être que les États-Unis peuvent changer pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs. Mais je ne pense pas, parce que les États-Unis dominent le monde. Je ne suis pas encore sûr qu'ils soient prêts à partager, justement, cette hégémonie. Mais de facto, ils la partagent. La Chine cherche à surpasser les États-Unis dans tous les domaines. Donc là, il y a quelque chose qui me semble... On est vraiment dans une compétition stratégique. Oui, par contre, elle peut être pacifique, cette compétition. Je n'ai pas de fatalisme en disant que parce qu'il y a compétition, il y aura la guerre. En revanche, cette compétition, à mon avis, va demeurer, et particulièrement sous le Parti communiste, et à plus forte raison encore sous Xi Jinping, qui démontre, et pas à l'égard que des États-Unis, on a évoqué les terrains, etc., mais c'est aussi l'Europe qui est concernée. Oui, alors justement. Les relations avec l'Union européenne sont c'est notre dernier point. Là, on est pris en étau par cette compétition entre deux puissances qui s'affirment de manière très, très virile, on va dire.
L'Europe, là-dedans, on va payer les pots cassés. L'Europe, s'il n'y avait pas la Chine, déjà, la guerre en Ukraine n'en serait pas où elle est aujourd'hui, parce que sans le soutien chinois, les Russes, or, c'est le principal problème de l'Europe aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine et sa relation avec la Russie. Et la Russie, sans le soutien économique de la Chine, sans tous les matériaux à usage dual, c'est-à-dire à la fois civil et militaire, qui permettent quand même de faire aussi du matériel militaire. Il n'y a pas officiellement d'exportation d'armes chinoises vers la Russie, et officiellement la Chine ne soutient pas la Russie, mais de facto elle la soutient. Et donc ça, dans la relation avec, par rapport à la Chine, c'est un gros problème pour l'Europe. Après, il y a tout le problème dans la guerre commerciale avec les États-Unis, des surcapacités chinoises qui vont finir par... c'est un gros problème aussi économique pour la Chine, et ces surcapacités, le territoire de déversement, ça c'est l'Europe. Mais l'Europe n'est pas capable de se protéger contre cet afflux de produits chinois détournés du marché américain à cause des droits de douane. Elle l'a fait sur les véhicules électriques, si je peux me permettre. En octobre 2024, elle a imposé une surtaxe de près de 35%. Mais là, on est un peu trop inerte là, on a fait un choix cet été en signant l'accord UE-US qui est quand même extrêmement, un peu déséquilibré vis-à-vis des États-Unis. Donc, quelque part, on est dans la roue américaine. Oui. Voilà. Et en termes de ce détournement de destination des surcapacités industrielles chinoises qui arrivent sur le marché européen, c'est quelque chose contre lequel on pourrait réagir, non? L'Europe réagit un petit peu lentement. D'ailleurs, si vous relisez le discours de Mme von der Leyen, donc le 25 octobre dernier à Berlin. À Berlin, pardon. Pas le discours sur l'état de l'Union. Mais... Non, je pense que le mot le plus utilisé dans son discours, c'est la vitesse. Ou plutôt en creux, la lenteur. C'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu on a un retard systémique sur la Chine. Et quand on parle des terres rares tout à l'heure, on parlait des terres rares, et on se posait la question de savoir si c'était finalement une riposte ou quelque chose de plus au long cours. Écoutez, prenez cette question des surcapacités. Les surcapacités chinoises sont font partie structurelle de la politique extérieure chinoise. Le plénum là, vient de dire que justement il fallait maîtriser un peu plus les capacités de production. Oui. Alors, parce que la Chine se fait du mal. En fait, il y a un discours. Non. Il me semblait que ça figurait dans le long communiqué final. Ça figure, mais dans le sens qu'il faut tout miser justement sur la production industrielle et donc les exportations, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de marché intérieur. Il n'y a pas de marché intérieur. Oui. Et donc les trois choses qui mettent en valeur, c'est d'abord l'industrie, ensuite les nouvelles technologies. Donc grosso modo, c'est exactement l'ancien précédent plan quinquennal. Et je suis tout à fait d'accord avec Laurent Malvezin, c'est finalement le textbook, le livre de la Chine, c'est depuis au moins une ou deux décennies. Et la troisième priorité, c'est la consommation. Mais sans vraiment, la consommation, ce n'est pas une surprise, puisque les dirigeants chinois, depuis au moins 2022, en parlent. Publiquement, dans les discours, etc. Depuis bien avant, même depuis les années 2000, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il parle de développer le marché intérieur, la consommation intérieure. En fait, ça n'est jamais arrivé. C'est une chimère. Et pourquoi ça n'arrive pas? En tout cas, la Chine a le niveau de vie n'est pas... Il n'y a pas de réforme économique et sociale d'ampleur. D'ailleurs, sous Xi Jinping, il n'y a pas... Qui relèverait le niveau de vie des Chinois, c'est ça? En fait, si les Chinois consomment pas et donc épargnent beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autorités. Ça, c'est plus depuis le Covid, depuis la sortie du Covid en 2023. Mais c'est aussi parce que tout est cher. Il n'y a pas de système social, il n'y a pas de système de retraite. Et donc, ils sont obligés d'épargner beaucoup pour prendre en charge leurs parents qui n'ont pas de retraite. Si on imagine un ménage lambda en Chine, qui sont des enfants uniques, qui doivent s'occuper de leurs 4 parents et éventuellement de leur enfant s'ils en font un. Et c'est la raison pour laquelle ils en font pas ou peu d'enfants qui font un. Il n'y a pas de diversité. On va revenir sur l'Europe. On va écouter ce que disait hier d'ailleurs le ministre allemand des Affaires étrangères, qui vient d'annuler sa visite en Chine. Europa muss erkennen, dass es weiter sich diversifizieren muss, dass es eine Politik der Risikominimierung, also des De-Risking, weiter konsequent verfolgen muss. Und trotzdem parallel setzen wir darauf, dass ein fairer Handel mit China
in allen Bereichen, auch in Bereichen der seltenen Erden und auch der Chips weiter möglich ist. Wir sind zu diesem fairen Austausch und zu diesem fairen Handel weiter bereit und glauben, dass wir auch in Peking wieder Partner finden. Patrick Saint-Paul, c'est frappant d'entendre un Allemand oui. Les Allemands ont s'appuyé sur le marché chinois de manière considérable, parler de minimisation des risques aujourd'hui. Oui, alors là c'est assez spectaculaire puisqu'il a annulé sa visite en Chine. Il a annulé parce qu'en fait aucun des rendez-vous qu'il souhaitait avoir à Pékin n'avait été confirmé quand même. Oui, et là ça par rapport à la période d'il y a 20 ou 30 ans, ça montre qu'il y a quand même un gros changement dans la relation sino-germanique. Mais ce n'est pas le premier à le dire. Merz aussi a un discours beaucoup plus offensif et il dit aussi qu'il faut, le chancelier Merz, qu'il faut diversifier les exportations et l'économie allemande. Et c'était une des raisons de la lenteur de l'Europe sur toutes ces questions, c'est que les Allemands freinaient. Oui. Aujourd'hui, ils continuent de freiner un peu, mais beaucoup moins. Parce qu'ils ont toujours des intérêts économiques. Parce qu'il y a deux choses, c'était les exportations d'automobiles en Chine et toutes les PME allemandes, tout le réseau de PME allemandes qui sont installées en Chine et les machines à outils allemandes dont sont équipées toutes les usines chinoises. Et les Chinois, parce que la politique de Xi Jinping a été une montée en gamme. Ils ont pris le relais sur l'automobile, sur tout ce qui est automobile électrique, où en fait les Allemands, eux, n'y croyaient pas, n'ont pas investi dans l'automobile électrique, et ils sont largués par rapport aux Chinois. Et donc les exportations allemandes ont beaucoup moins de débouchés sur le marché chinois que la problématique de l'Allemagne s'applique en fait à toute l'Europe. Est-ce que ça veut dire qu'on est à l'amorce d'un nécessaire découplage aussi des économies européennes et chinoises? Qui veut répondre? Laure Pallez. Est-ce que comme les États-Unis l'ont amorcé, En tout cas, on a des positions différentes parmi les 27. Donc déjà, ce n'est pas complètement clair. Oui, mais les intérêts économiques sont quand même globalement les mêmes, non? Les intérêts... Si même l'Allemagne... Oui, surtout l'Allemagne, puisque l'Allemagne a fait un pari sur la Chine. Moi, je me souviens, travailler 10 ans en Chine, les Allemands étaient extrêmement présents, avaient fait des joint ventures, etc. Donc est-ce que l'Europe doit prendre ses distances? De découpler. En tout cas, c'est pas ce qui est... Non, ils sont dans le re-risking. Voilà. Plutôt. Ils sont dans le re-risking, c'est la même chose. C'est le plan B plutôt que le découplage. En Europe, je pense qu'on n'a jamais vraiment cru au decoupling parce qu'on ne le voulait pas et parce qu'on pensait et on savait que ce n'était pas possible. Et maintenant, on est confronté à cette exigence en Europe, on a développé le concept de de-risking qui avait été proposé par Ursula von der Leyen dans un discours célèbre. Diminuer les risques, la dépendance. Trouver des plans B. C'est ça, en fait, au de-risking, c'est peut-être un terme un peu technique, en plus anglophone, etc. Mais moi, je trouve qu'un autre terme qui fonctionne bien, c'est la diversification. Juste ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et là-dessus, je crois qu'il y a quand même un consensus en Europe qui se construit au sein des États membres, au sein de la Commission. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent Malvezin, l'Europe commence à prendre des mesures, enfin commence, en fait non, depuis au moins 5 ans, voire plus, prend des mesures. Le problème, c'est une question effectivement de rythme. C'est-à-dire qu'on prend des mesures petit à petit, puisqu'il faut mettre tout le monde d'accord, la Commission, le Parlement, les 27 États membres. Et donc, ça prend du temps. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a eu des enquêtes anti-dumping contre la concurrence déloyale dans le domaine des voitures, des véhicules électriques, du solaire, de l'éolien, du ferroviaire. Il y a actuellement une proposition de la Commission de mettre des quotas sur les importations d'acier chinois, parce qu'on considère que depuis au moins 10 ans, il y a une concurrence déloyale dans le domaine de l'acier. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. On développe des nouveaux instruments anti-coercition, etc., pour justement faire que l'Europe soit un peu plus autonome. Bon, il nous reste à peine une minute. Juste un dernier tour de table. Cette rencontre Trump-Xi Jinping, vous vous attendez à ce qu'elle calme le jeu dans les jours qui viennent très très vite? Du point de vue chinois, c'est l'objectif. Du côté chinois et du côté américain aussi. Patrick Saint-Paul, une trêve, un apaisement. Une trêve, oui. Oui. Oui, l'entente est une obligation, comme je le disais. Ils sont obligés de s'entendre. Sinon, ils ne vont pas se rencontrer. Oui. Moi, j'ai un apaisement temporaire. J'ai du mal à croire qu'il sera durable. Bon, vous êtes un peu sceptique sur les chances de la diplomatie. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.